technique des stagiaires étrangères. Je remercie Madame Suzanne Etier. Nous avons eu des enseignements intéressants sur ce qui se passe au Canada. Et maintenant, je vais vous présenter ce qui se passe dans le milieu japonais. Donc, quand on parle des immigrés, le terme est très délicat, en tout cas dans la langue japonaise. Et mon intervention va s'articuler autour de deux messages. L'un porte sur d'abord la définition de ceux qui ont vraiment besoin de l'enseignement linguistique. Est-ce que c'est seulement les étrangers qui en ont besoin? Et le deuxième message porte sur le système permettant de la maîtrise de la langue pour ces gens, dispensée pour ces gens. Mais est-ce que la maîtrise suffit pour régler le problème? À mon avis, le problème est beaucoup plus profond. Le fait de ne pas avoir du tout de la maîtrise de langue pose toujours des problèmes plus profonds. Donc, j'aimerais en parler plus profondément dans mon intervention. Avant de commencer à traiter le sujet, je commence par une anecdote. Il n'y a pas longtemps, avec Madame Adachi, là justement, Madame Adachi travaille à la ville de Nagaoka dans le Niigata. Je me suis trouvée dans un symposium et nous avons parlé de l'enseignement de japonais s'adressant aux étrangers. Donc, les discussions portaient sur les aides à apporter au profit des immigrés. Et là, il y avait des intervenants spécialisés, c'est-à-dire il y avait le modérateur, mais le modérateur était malentendant. Donc, il y a 7 intervenants spécialisés dans l'assistance, 3 interprètes pour les malentendants et 4 sténographes qui tapaient en temps réel le résumé des interventions faites en japonais. Donc, il y avait 4 ordinateurs qui étaient disposés et les sténographes donc transcrivaient simultanément des communications faites en japonais. Et c'était assez spectaculaire et je me suis rendu compte combien c'était important de la traduction ou de l'interprétation. Donc le problème linguistique réside non seulement entre natifs et les non-natifs, mais aussi même à l'intérieur du Japon, à l'intérieur de la même langue. Parfois, il faut des intervenants spécialisés. Alors, pour mon intervention d'aujourd'hui, j'ai préparé un texte. En fait, c'était la première fois que j'ai préparé un texte à lire. C'est pour faciliter la traduction, bien sûr. Donc, on m'a demandé de préparer un texte, mais je n'ai jamais eu d'expérience avant. Donc, j'ai écrit des notes assez détaillées, mais je ne suis pas sûre que ma communication va se dérouler comme j'ai prévu dans mon scénario. Donc, je m'excuse à l'avance. Donc, nous allons parler des immigrés. Alors, qui sont les immigrés? Alors, donc, mon premier diapositive. Donc, à l'époque de la guerre entre le Japon et la Chine, Taïwan devenait le territoire japonais. Il y a eu l'entrée en vigueur de la loi sur les aborigènes de Hokkaido qui porte sur les Aïnus. Et ensuite, à l'époque, le Japon et la Russie se sont battus et le Japon a obtenu le territoire de Sakharine. Il y a eu également l'entrée en vigueur de la loi sur la prévention de la maladie de Hansen. C'est la lèpre.
Donc, du milieu du 19e siècle au début du 20e siècle, le Japon était en pleine mutation pour devenir un État-nation moderne. Et c'est justement pendant cette période que, autour des territoires qui étaient jadis étrangers, mais qui sont devenus japonais, et donc pendant cette période, le Japon rencontre des problèmes concernant des éléments non natifs dans la population japonaise. Et il y avait des aborigènes dans le Hokkaido, notamment les Ainu. Ils étaient obligés de se déplacer pour vivre dans des réserves. Ils étaient privés des droits en matière d'éducation, de propriété ou d'emploi ou de déplacement. Et en 1907, donc l'entrée en vigueur de la loi sur la prévention de la maladie de Hansen, donc les victimes de la maladie de Hansen étaient eux aussi déplacés exprès dans des centres spécialisés et ils n'avaient pas le droit d'avoir des enfants ou de les élever. Ces deux lois portaient atteinte jusqu'à peu de temps, pendant presque un siècle, ces deux lois portaient atteinte aux droits fondamentaux de ces populations explicitement désignées. Aujourd'hui, nous vivons l'époque de la globalisation. L'ancienne loi sur les aborigènes de Hokkaido a été abolie en 1997 pour être remplacée par la loi sur la promotion de la culture des Ainu. C'est un système assez insuffisant pour protéger cette population. Et quant à la loi sur la prévention de la maladie de Hansen, cette loi a été abolie en 1996. Et en 2001, nous avons le Premier ministre Koizumi. À cette époque, le crime d'État envers les victimes de la maladie de Hansen a été confirmé, donc avec une série de lois. L'État a reconnu son erreur envers les victimes. Et rappelons que les Ainu et les victimes de la maladie de Hansen ont tous la nationalité japonaise, mais ils étaient quand même ils étaient privés des droits d'éducation et d'emploi, etc. Donc, dans une société, pour faire partie d'une société, il faut remplir un certain nombre de conditions. Donc, il y a des critères qui varient d'une société à l'autre, mais en général, ces critères sont souvent des compétences, race, ethnie, sexe ou âge, etc. À Kyoto, d'ailleurs, on dit que c'est très difficile de devenir kyotoïte. Et ceux qui sont membres à part entière, ne sont pas, pour ainsi dire, des immigrés. On ne les appelle pas les immigrés. Par contre, il y a des gens qui sont exclus. Ceux qui ne sont pas membres du tout ou ceux qui sont membres partiels. Ils sont exclus parce qu'ils n'ont pas suffisamment de compétences, soit linguistiques ou sociales. Et je crains que ces gens sont privés de leur voix. Donc, si on traite le terme des immigrés, les sinogrammes définissant les immigrés signifient la population qui se déplace. Mais à l'heure actuelle, où il y a les barrières nationales et qui sont de moins en moins visibles, donc je pense que nous arrivons à la dernière phase de la globalisation. Non seulement les informations, l'argent, les biens circulent, mais aussi les gens circulent au-delà des frontières nationales. Dans
cette société contemporaine, donc au XXIe siècle, les 6 milliards 800 millions des gens vivant sur Terre se déplacent. Ça fait même partie du mode de vie partagé par la population mondiale. Et je suis sûre que dans notre réunion, dans notre public, des gens voyagent, des gens se déplacent tout à fait normalement. Alors, dans ce contexte, ceux qui ne peuvent pas circuler librement deviennent minoritaires. Et contrairement à la définition des immigrés, donc la population qui se déplace, ils ne peuvent pas circuler librement ou, dans certains cas, ils sont forcés à se déplacer comme des réfugiés. Donc, ce sont des gens qu'on appelle les minoritaires. Et si on considère comme déplacement à l'échelle sociale, l'ascension sociale rendue possible par l'éducation ou par l'emploi, les immigrés sont justement ces minoritaires qui sont privés des moyens de tout déplacement géographique ou social. Donc, ma première conclusion concernant la problématique qui sont les immigrés, le problème concernant la politique linguistique pour les immigrés n'est rien d'autre que le problème concernant la politique pour la minorité, donc pour ceux qui sont les plus démunis dans la société. Et il faut partir de leur point de vue pour parler de l'aide à fournir, qu'il s'agisse de l'aide sociale ou l'aide politique. Je passe au diapositive suivant. Donc, la deuxième problématique. Quel est l'objectif de la maîtrise de la langue? On dit qu'il y a plus d'1,5 million personnes, y compris le nombre des illettrés, qui n'ont pas le certificat de l'enseignement secondaire. C'est un chiffre assez approximatif. Donc 1,5 million. Nous n'avons même pas de données plus précises. Le gouvernement japonais ne s'est jamais occupé de recenser les gens, le nombre des gens illettrés, donc, qui n'ont même pas le certificat de l'enseignement secondaire obligatoire. Donc, il faudrait d'abord recenser le nombre des gens de ces catégories. Donc, dans notre société où l'information a une valeur accrue, ceux qui ne savent même pas lire les katakana, donc la transcription phonétique, ou ceux qui ne peuvent pas faire des simples calculs de division, simplement pour survie, il faut avoir la compétence linguistique ou compétence de calcul minimum. Mais il y en a qui ont grandi sans apprendre, sans acquérir les compétences élémentaires. Et il y a les cours du soir au collège qui sont dispensés, justement, qui s'adressent aux gens qui n'ont pas eu de compétences, qui n'ont pas eu de chance d'acquérir de compétences minimum élémentaires.
Et dans la société japonaise, c'est vrai que personne ne meurt de faim, mais il y en a qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est un fait. Non seulement les vieilles personnes sans emploi, mais les jeunes, les femmes qui vivent tout seules, ou les étrangers, ou ceux qui ont trop de diplômes aussi. Il y a des gens qui vivent avec peur de mourir de faim. Je vous donne un autre chiffre. C'est le 3e rang. Alors, ceux qui, parmi les criminels, donc, et les criminels qui n'ont pas de certificat de l'éducation secondaire, parmi 67 prisons pour les mineurs, il y a un seul établissement qui dispense donc de l'enseignement pour les mineurs. Et pour les criminels mineurs étrangers, il n'y a qu'un seul établissement qui se trouve à Kurihama qui dispense de l'enseignement du japonais. Donc, dans toutes les disciplines, que ce soit les mathématiques, les musiques, l'éducation physique, la maîtrise de la langue est indispensable. Donc, la maîtrise de la langue est indispensable pour s'apprendre. Donc, la maîtrise de la langue est une condition minimum pour leur survie et pour l'engagement social. Donc, la maîtrise de la langue ne relève pas simplement de la dimension culturelle, mais c'est un acte, pour ainsi dire, très politique. Donc, c'est la deuxième problématique que je vous propose. Et troisièmement, je passe à la maîtrise de la langue. J'aborderai quelques exemples de personnes parmi les minoritaires, donc les immigrés intérieurs de la société japonaise, et qui étaient privés de l'éducation. Pour eux, la maîtrise de la langue a été un acte de résistance. Donc, je vous représente 3 personnes. D'abord, ancien élève du collège de soir et qui s'applique maintenant et qui se sont beaucoup dispensés dans les années 60 ou 70 pour former le réseau des écoles du soir, des cours du soir dans la région d'Osaka. Masao Takano, il écrit des livres et il était illettré jusqu'à l'âge de 22 ans. Ses œuvres ont été traduites même en coréen. Il a écrit un livre, Les lettres et les paroles comme armement. Takao écrit dans ses écrits, « Ne sachant ni parler, ni lire, ni écrire, comment j'aurais pu m'exprimer face à la discrimination et à la violence? Si les paroles ne suffisent pas, ça se réglera à coups de poing. Si les coups de poing ne suffisent pas, je ne vois pas en quoi c'est mal de voler, de se bagarrer, de racketter. » Je ne sais pas si l'interprète arrivera à traduire ces termes. Donc, des rackettés. Je répète, je ne vois pas en quoi c'est mal de voler, de se bagarrer, de racketter. Pourquoi je ne pouvais pas faire autrement pour survivre? Il y a une raison tangible derrière cette situation, donc je continuerai à vivre avec cette conscience formée avant, pendant et après la guerre. Je vivrai pour les camarades tués.
je vivrai pour qu'il n'y ait plus d'orphelins de la guerre ou de collégiens du soir comme moi. Donc, quand il avait moins de 20 ans, il faisait tout. Il volait, se bagarrait, rackettait, tout cela. Donc, il était même dans un centre de redressement pour les minoritaires. Il avait 69 ans maintenant. Il enseigne au 3e cycle de l'université de Ikkyo. Deuxième exemple, c'est le cas de Norio Nagayama. Il est né à l'extrémité est du Hokkaido, donc dans un village qui n'a même pas d'adresse, complètement isolé, victime de la violence à l'intérieur de la famille, violence et négligence à l'intérieur de la famille. Donc, il est monté à Tokyo quand il avait 19 ans. Il a volé un pistolet dans un camp militaire américain et il a tué 4 personnes successivement à travers le Japon, arrêté et emprisonné. Et c'est dans sa cellule qu'il s'est mis à écrire. Il a laissé son premier livre, Les larmes de l'ignorance. Il a même été couronné des prix littéraires. Je cite quelques passages dans ces larmes de l'ignorance. Je ne regrette pas d'avoir commis des crimes parce que c'est en prison que j'ai appris à lire pour m'enrichir. Et je me suis fondé une culture le 1er août 1997, quand il avait 48 ans, le garde des Sceaux ordonne l'exécution de la peine de mort. Malgré sa forte résistance, il a été exécuté. Alors, je rappelle qu'en 1997, tout le Japon était tremblé par une série d'assassins commis par un mineur à Kobe. Donc, c'était juste après cet incident et certains nombres d'avocats pensent qu'il a été victime. Nagayama a été exécuté pour calmer la population japonaise qui était troublée par cette série de tueries commises par le mineur de Kobe. Alors, je passe au 3e exemple. Kazuo Ishiyama, lui aussi, il s'est battu pour réclamer les droits de compétences, le droit à la compétence élémentaire, écrire et lire. Il est né dans un village de population discriminée, comme des parias. Et en 1963, quand il avait 24 ans, il a été arrêté pour l'enlèvement et l'assassinat d'une lycéenne. Il y avait donc une lettre de chantage envoyée par le criminel, mais à l'époque, il était illettré. Mais c'est évident qu'il n'était pas capable d'écrire quelques lettres que ce soit. Et des expertises de la lettre de chantage avançaient que c'était totalement impossible pour Ishikawa d'écrire la lettre de chantage. Donc, il s'est trouvé pendant 35 ans dans une cellule et c'est là qu'il a appris à lire et à écrire et il dénonçait l'erreur judiciaire dont il a été la victime à cause de la pauvreté, de l'ignorance ou de l'illettrisme. Depuis décembre 1997, tout en restant condamné à perpétuité, il a été laissé en liberté provisoire.
il vit à Sayama. Il écrit dans son journal, n'ayant même pas été suffisamment à l'école primaire, parce que j'étais trop pauvre, je n'ai pas de moyen d'expliquer à mes compatriotes la vérité de l'affaire dite de Sayama. Il me faut 2-3 heures pour écrire une lettre. Si j'avais fait seulement des études au collège, le regret m'exaspère et me chagrine profondément. Donc, il y a plus d'1 million de Japonais qui se trouvent dans des cas comme Ishikawa. Et je répète encore une fois, la maîtrise de la langue est indispensable pour la survie et pour l'engagement social et pour ne pas tomber au rang de la minorité. C'est pourquoi la maîtrise de la langue est un enjeu très politique pour chacun d'entre nous. Ensuite, le thème qui m'a été indiqué pour aujourd'hui, ça c'est le rôle de l'enseignant de langue. Et moi, personnellement, comme c'est indiqué ici, il y a des candidats infirmières et aides-soignants que nous avons reçus de l'Indonésie et également il y a des candidats en provenance des Philippines et je m'occupe de l'enseignement du Japon de ces personnes. Et donc le Japon a reçu ces personnes suivant l'accord de partenariat économique passé avec ces deux pays asiatiques. Et donc, il y a à terme, il y aurait 1 millier d'étrangers qui seront affectés comme infirmiers ou aides-soignants à des hôpitaux et des établissements d'aide des personnes âgées et dépendantes. Et donc ces personnes viennent au Japon pour y trouver un travail, mais aidant la presse, par exemple, il y a des regards assez méprisants vis-à-vis de ces personnes en les considérant comme ils sont là pour gagner et des sous, gagner de l'argent, mais c'est bien sûr, ils sont là pour travailler au Japon. Et donc, de travailler à l'étranger n'est pas quelque chose de méprisable. Donc, il y a des Japonais donc, qui ont une attitude tout à fait méprisable vis-à-vis de ces étrangers, les immigrés, travailleurs immigrés en provenance des pays asiatiques. Donc, c'est les Indonésiens ou les Philippines, Philippins, sont formés pour devenir un peu, c'est pas tout à fait nationaliste, mais ils sont obligés de représenter d'un côté leur pays et donc quelle que soit la langue, que ce soit le japonais, l'anglais, le français, et donc il y a un processus qui fait que la langue soit combinée
avec le régime politique du pays où est utilisée cette langue. Donc l'enseignement du japonais ou de l'anglais crée une dichotomie entre, disons, d'un côté, le national, la nation et la langue nationale, et de l'autre côté, le monde extérieur, étranger, langue étrangère. Donc, c'est une diapo qui montre l'ambassadeur de l'Indonésie au Japon, donc, qui était là pour recevoir des Indonésiens qui sont venus au Japon pour suivre la formation d'infirmière. Donc, l'ambassadeur leur a dit, vous êtes là au Japon pour, en tant que représentant de notre pays, de l'Indonésie, et donc vous allez suivre votre formation comme il faut, et jamais il faut quitter comme ça sans prévenir cette formation. Et une autre diapositive, et aussi en Indonésie, et ça c'est la fête de l'éveil national en Indonésie, et donc ces candidats infirmières indonésiennes ont été reçus dans l'ambassade de l'Indonésie au Japon, qui ont fait une conférence, visioconférence avec le président Yudo Noyo, qui était à Jakarta, et une autre photo qui montre les stagiaires philippins qui suivent un cours de japonais. Et donc, c'était le samedi dernier, est venu en visite officielle pour observer ce qu'on fait dans cette classe de japonais. Et donc, le président Arroyo a exprimé son souhait d'avoir à cette occasion de créer une école de japonais langue étrangère à Manille. Et donc, ces Philippins, ces Indonésiens sont venus au Japon pour y trouver un travail, mais ils se vissent sur deux côtés, parce que c'est une double pression de nationalisme, disons. Et donc, ils sont d'un côté, ils subissent d'un côté une pression pour qu'ils s'intègrent à la société japonaise, et de l'autre côté, ils subissent une pression afin qu'ils représentent leur pays d'origine. Donc, ce mariage entre la langue et le régime politique du pays et utiliser cette langue et donne naissance à la langue nationale. Et donc, à l'intérieur à ce moment-là, force est de constater qu'on voit naître une répression de la diversité qui peut se trouver au sein d'une nation. Par exemple, des exemples sont ceux des lépreux, des Aïnous, dont je
vous ai parlé tout à l'heure au début de mon exposé. Et donc, afin comment former des Japonais, du peuple prêt à donner sa vie pour leur pays. Et à ce moment-là, les autorités, les pouvoirs publics ont besoin de créer à l'intérieur du pays et des parias et à l'extérieur des étrangers. Donc, au Japon, lorsqu'on parle de l'enseignement de langue étrangère, on ne peut pas oublier, dans le cas du Japon, par exemple, les problèmes liés aux Aïnus, dont les droits ont été réprimés, et également les gens d'Okinawa, les camps, la base militaire. Américains qui sont implantés. Et tous ces problèmes, on ne peut pas... les discussions qui évitent ces problèmes-là ne sont pas très valables. Également au niveau de la langue, par exemple, moi personnellement, j'enseigne le japonais aux étrangers depuis des dizaines d'années. Et, et, et donc, je me demande, c'est en essayant d'apprendre le japonais correct aux étrangers, peut-être j'ai contribué et à apporter une contribution à la création de la langue nationale japonaise. Donc, si donc, lorsqu'on enseigne une langue, on a tendance à croire que en apprenant la langue, on arrive à se communiquer dans cette langue. Et à ce moment-là, ceux qui n'arrivent pas à communiquer peuvent se trouver exclus de système social. Donc l'enseignement de la langue parler, aborder ce l'angle d'une activité culturelle. Et, par exemple, les Indonésiens, les Philippins qui suivent leur stage au Japon, bien sûr, ils apprennent le japonais et le reste de programme est consacré à l'initiation socioculturelle, à la vie socioculturelle du Japon. Donc, moi, je pense que l'enseignement de langue, si on le considère comme dans le cadre de l'activité culturelle, et cela ne ferait oublier l'aspect politique de la maîtrise de la langue. Et donc, je voudrais maintenant passer à ce qui aime point. Je vous ai dit tout à l'heure et donc je pense que l'enseignement de langue étrangère, l'enseignant de langue étrangère fait des apprenants des consommateurs. Donc par rapport à cela, je voudrais vous évoquer un effet divers qui s'est produit dans la préfecture de Gunma. C'est
cette année, il s'agit d'un incendie qui a ravagé une maison de retraite de Gumba, dans laquelle il y a plusieurs personnes qui ont trouvé la mort. Et l'année dernière, un deuxième fait divers, c'était en 2008, il y a un jeune de 25 ans qui a poignardé plusieurs personnes dans la rue de Akihabara, dans un quartier très animé de Tokyo. Et donc, euh, la société d'aujourd'hui se trouve sous la pression de la méritocratie d'un côté et de la globalisation. Dans le cadre de cette globalisation, la langue n'est qu'un simple outil de communication. Et si on définit la langue ainsi, et ce qu'on demande à la langue, c'est le pragmatisme, c'est de l'efficacité de cette langue au service des activités économiques. Et donc, comme le système dit Kanban de Toyota, des mouvements, des Kaizen, toute recherche d'efficacité qui est appliquée dans l'industrie automobile. C'est peut-être aussi, on considère la langue comme un simple outil de communication. C'est le même principe que l'industrie automobile qui est appliquée à l'utilisation de la langue. Et à ce moment-là, toutes les personnes démunies, ou des handicapés ou d'autres personnes sont exclus de ce système qui recherche l'efficacité minimum. Donc, si je reviens sur le premier fait divers dont je vous ai évoqué, et donc dans cette maison de retraite de Gumma, se trouvaient des personnes âgées qui, d'origine, vivaient à Tokyo, mais comme ils ne trouvaient pas des établissements appropriés, ils étaient obligés de entrer dans cette maison de retraite qui est un peu éloignée du centre de Tokyo. Tokyo qui dépense beaucoup d'argent pour lancer la campagne d'accueil des Jeux Olympiques de 2016 abandonne, ainsi dire, on abandonne. Pour ainsi dire, c'est ces personnes âgées. Donc, donc, si je reviens sur donc il y a un peu la politique d'abandon des personnes âgées et donc cette politique pourrait être à terme appliquée et sur le plan plus international, c'est-à-dire que maintenant qu'on forme des Indonésiens, des Philippins
infirmières qui apprennent le japonais. Et si ces personnes retournent leur pays d'origine, donc il peut y avoir des infirmières, des soignants qui parlent japonais. Et à ce moment-là, peut-être les personnes âgées japonaises qui n'ont plus de place au Japon pourraient être envoyées dans ces pays et afin donc, ces pays pourraient à terme devenir des pays d'accueil de ces personnes âgées et abandonnées par les autorités japonaises. Donc, donc des pays riches pourraient à terme utiliser les pays pauvres pour abandonner leur population âgée et indésirable, peut-être dans leur société. Donc, il y a des débats concernant des immigrés ou des étrangers, et dans le cadre de la déréglementation, tout le monde, tous les Japonais, pour devenir former le précaria, ce mot valise qui a été formé par précaire et prolétariat. Donc, il s'agit des gens qui n'ont pas de travail fixe et qui se trouvent dans une situation en précaria. Donc, au Japon, il y a des jeunes dont on appelle qu'on appelle freeter, qui n'ont pas de travail fixe et qui changent de travail régulièrement, c'est qui ne font que de petits jobs pour survivre. Et il y a on dit qu'il y a à peu près plus de 4 millions de gens comme ça qui vivent de petits jobs. Donc, dans ce contexte général, donc les gens qui n'ont pas qui travaillent de façon précaire, par exemple cette affaire de Akihabara pourrait se produire sans donc l'économie japonaise dépend beaucoup de ce précariat dont le salaire annuel moyen ne s'élève qu'à un peu plus d'1 million de yens. Et donc, je voudrais passer maintenant au 6e plan. Donc, en ce qui concerne l'enseignement de langue à destination des immigrés, il faudrait deux choses à prendre en compte. Et dans la diapositive, il s'agit d'un exposé extrait d'un livre qui a été écrit par Haru Sugiyama concernant le projet de développement de la Mandchourie avant et pendant la guerre mondiale.
Donc, je dis, le projet de développement de la Mandchourie devra être mené bien par 1 million de ménages de la race de Yamato, ce qui devant être constitué uniquement par ceux-ci devant être constitués uniquement par des personnes héritières du sang pur de la race de Yamato. Le moindre métissage n'est permis et toutes les japonaises doivent comprendre cet impératif afin qu'elle constitue le front de défense de la pureté du sang. Ça, c'est le principe qui a été adopté par le gouvernement japonais de l'époque pour ce projet. Et donc, l'enseignement de langue étrangère afin que l'enseignement de langue étrangère puisse se libérer du jeu de nationalisme, de l'internationalisme, ainsi que du capitalisme et des principes de marché. Et, à mon sens, il y a deux choses à faire. Donc, le nationalisme, la première chose à faire, c'est de changer le patriarcat qui se trouve à la base de cet nationalisme, ce nationalisme. Et donc, ce que je veux dire par un patriarcat, c'est par exemple que dans il faut changer le système langagier qui s'articule autour des hommes de niveau d'éducation élevé. Plus concrètement, il faut supprimer dans des examens écrits l'utilisation des expressions empruntées à l'ancien chinois. Et donc, par exemple, est-ce que ça, c'est des japonais, ben est-ce que vous connaissez ces mots ganso, gaiso, setsugyaku, qui sont des mots d'origine chinoise et qui signifient respectivement un garalisme, tout, ok. Et donc les Indonésiennes, les Philippines qui suivent leur stage d'infirmière au Japon apprennent, on leur apprenne ces mots, même les Japonais ne comprennent pas. Et donc, je pense que l'utilisation de ces mots, il faut revoir. Il faut les remplacer par des mots plus simples et qu'on utilise quotidiennement. Et une deuxième chose, c'est que le nationalisme, au moment du grand tremblement de terre de Kanto en 1923. Donc, il y a eu, à la suite de ce tremblement de terre, il y a eu un massacre des ressortissants coréens. Et donc, ce qui est écrit ici, c'est un extrait dans un magazine qui s'appelle CKI. Donc, ce que je voulais faire remarquer, c'est que les propos énoncés par un étranger et transcrits en katakana. Et donc, ce qui me semble tout à fait discriminatoire, pourquoi on doit transcrire ces mots en katakana. Donc ça se représente un peu l'attitude discriminatoire de certains Japonais vis-à-vis des étrangers. Et donc, ce qui me semble important, c'est lorsque on
en abordant la question liée à l'enseignement de langue étrangère, on ne peut pas partir de l'hypothèse de communicabilité, mais peut-être langue peut produire des situations d'incommunicabilité. Donc, il y a des malades de la sclérose latérale amyotrophique qui perdent petit à petit leur autonomie physique au fur et à mesure que leur corps se paralyse et à terme ils perdent et ils n'arrivent plus à parler et parmi ces gens-là il y a des personnes qui choisissent la mort digne de demander au médecin d'enlever leur appareil respiratoire. Et donc, dans les différentes étapes de la vie que nous franchissons, depuis la naissance jusqu'à la mort, qu'est-ce que nous devons faire pour continuer à interagir les uns et les autres, même dans des situations d'incommunicabilité et dans en transmissibilité. Et donc, cette incommunicabilité, intransmissibilité devrait être placée au cœur de la philosophie de l'enseignement de langue. Donc, il faut qu'il y ait bien sûr, l'enseignement de langue, mais aussi, il faut qu'il y ait des systèmes qui permettent aux gens de continuer à vivre, même si ces personnes n'ont pas l'autonomie dans leur expression langagière. Et donc, je voudrais terminer mon exposé et merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Haruhara. Alors, je voudrais demander à Madame Castellotti de faire des commentaires pour l'intervention de Monsieur Haruhara. Merci. Alors, j'ai le même problème que ma prédécesseur Atsuko Koichi, c'est-à-dire que j'ai aussi été prévenue au dernier moment, donc ça sera très improvisé. Et puis, je pense aussi que à travers la traduction, j'ai pas forcément saisi toutes les nuances de votre propos, malheureusement. Donc, je vais essayer quand même de choisir quelques points qui m'ont un petit peu interpellée et sur lesquels je vous propose quelques remarques ou questions. D'abord, je voudrais dire que j'ai apprécié la dimension humaine de votre exposé, c'est-à-dire qu'on a vu à travers ce que vous en disiez et les propos que dont vous nous avez fait part, des personnes qui sont effectivement en situation d'apprendre le japonais, langue étrangère, ou bien d'être alphabétisées en japonais. Et ça, je trouve que c'est intéressant de ne pas rester au principe, mais de voir qu'il y a aussi des personnes et que c'est ça qui est important derrière.
Alors la deuxième chose peut-être générale que je dirais, c'est que je pense que votre intervention pose aussi le problème de la représentation de la diversité et de la construction de la différence au Japon. Et bon, alors, je l'ai vécu de manière très faible et très réduite, puisque j'ai passé moi-même 4 mois ici au Japon sans vraiment pratiquer la langue japonaise. Donc j'ai été un petit peu mise dans cette situation de différence et alors bien sûr, bien que ma situation ne soit pas du tout la même, évidemment, que celle des personnes dont vous nous avez parlé, parce que évidemment, socialement, je rencontre pas du tout les mêmes problèmes. Il me semble que la première question peut-être que je voudrais vous poser, c'est pendant toute votre première partie, vous avez fait une analogie entre les migrants ou les immigrés et les populations ou les publics que j'appellerais de faible niveau de qualification ou qui ont des difficultés avec la langue. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on rencontre aussi dans d'autres contextes, c'est-à-dire une sorte d'amalgame entre difficultés linguistiques et difficultés sociales. Donc, je voudrais savoir si vous avez des choses plus approfondies à dire là-dessus, parce que je crois qu'on peut aussi avoir des difficultés linguistiques sans nécessairement avoir des difficultés sociales, et inversement. Alors, premièrement, en ce qui concerne le problème linguistique, il ne s'agit pas des problèmes concernant simplement les mots, le vocabulaire ou la grammaire, donc la compétence orale. Le problème dépasse ce niveau-là. Comme j'ai cité dans mon intervention, j'ai parlé des cours du soir Masao Takano qui a suivi des cours du soir au collège. Dans son cas, il maîtrisait la langue orale, le japonais oral. Donc, il savait s'exprimer oralement en japonais, mais il était illettré. Donc, il ne savait pas lire. Et jusqu'à l'âge de 22 ans, il n'a jamais été formé. Il n'a jamais été dans un système éducatif. Donc, il savait parler, mais dans la société, il n'a jamais acquis la compétence de vivre, de faire partie d'une société. J'ai cité un autre exemple. À travers le Japon, dans des régions différentes, il y a des cours de japonais dispensés pour les étrangers et c'est assuré très souvent par les volontaires, donc non rémunérés, des personnes non rémunérées. Et dans ces cours, on apprend bien sûr le vocabulaire et la grammaire, donc les mots élémentaires. Et s'il suffit de donner seulement des connaissances élémentaires sur le Japon, le public saura peut-être parler japonais, mais est-ce qu'ils pourront jouer un rôle significatif dans la société? Est-ce qu'ils auront une voix réelle vis-à-vis de la société où ils vivent? Pour qu'ils jouent un rôle
réelle dans la société, il faut que chacun ait un pouvoir politique. Donc, pour l'enseignement de japonais, il faudrait concevoir le système dans cette optique. Oui, je suis bien d'accord avec vous. C'est-à-dire que je pense que effectivement, si on ne veut pas que la langue soit un simple outil, pour reprendre vos termes de tout à l'heure, il me semble qu'il faut effectivement lier l'apprentissage de la langue à une forme de citoyenneté. Et je crois que ça dépasse largement nos capacités en tant qu'enseignants, que formateurs, etc. Et que ça concerne plus largement, effectivement, le Japon en tant que société, en tant que nation, en tant qu'organisation politique et sociale. Oui, vous avez raison. Donc, pour les enseignants de la langue, c'est même la raison d'être pour l'enseignant de la langue. Je ne sais pas la situation au Canada ou en France, mais pour ce qui est du Japon, les enseignants de la langue n'ont pas de statut tellement élevé dans la société japonaise. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Mais dans ce contexte, les enseignants de la langue donc, sont au rang plutôt bas dans la société. Alors, les enseignants ont leurs partenaires, c'est-à-dire le public, donc soit les immigrés, soit d'autres publics. Ça veut dire qu'eux non plus, ils n'occupent pas de place importante dans la société. Et je pense à une raison. Je pense que c'est parce que l'enseignement de la langue est conçu uniquement dans l'optique où la langue reste un outil ou simplement où l'enseignement est ancré dans la conception culturelle, dans la dimension culturelle. Alors, les enseignants eux-mêmes, il faudrait que les enseignants gagnent plus de voix dans la société. Donc, il faut réhabiliter l'enseignement de la langue. Il faut réévaluer la société. Donc, il faut penser à former les citoyens à travers l'enseignement de la langue. Oui, je crois qu'on peut être d'accord sur cette formulation. Former des citoyens à travers l'enseignement de la langue, je pense qu'on partage ça. Alors, justement, peut-être dernière chose, sur l'enseignement de la langue proprement dite. J'ai été très intéressée par ce que vous disiez sur les katakana, par exemple, ou sur les kanji des kanji très, très rares ou très, très anciens qui ne servent pas à grand-chose dans la vie quotidienne. Effectivement, Madame Matsuoka était intervenue aussi là-dessus au colloque de Kyoto début avril pour parler d'une forme de japonais simplifié. Et je crois aussi que ça, c'est une idée intéressante de réfléchir sur le plan de l'enseignement de la langue lui-même aussi, pour faciliter cette citoyenneté. Parce qu'effectivement, tant qu'on reste à une forme de japonais très difficile, auquel il est très difficile d'accéder, ça ne favorise pas non plus cette dimension citoyenne, il me semble. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais peut-être on va rester là.